Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, une obsession historique, celle des assemblées constituantes haïtiennes, celle de l'intégrité du territoire national. Dans l'émission d'aujourd'hui, urgence d'analyser. Pour commencer cette émission, partons d'une définition simple, celle de l'UNESCO. L'État-nation est donc un territoire délimité qui abrite une population partageant des valeurs, une identité, une histoire, un cadre culturel, etc. De cette population émane une légitimité permettant l'expression d'un ordre politique donné. Aujourd'hui, la territorialité haïtienne fait 27 750 km². Cette rubrique pose donc la question de l'intégrité territoriale haïtienne d'un côté et celle de sa population identitaire de l'autre. D'où les questions suivantes. Quel peuple? Qui est haïtien? Qui ne l'est pas? Comment est-on haïtien? Une question à la fois constitutionnelle et identitaire. En effet, on peut être déchu de sa nationalité et se sentir tout de même haïtien. On peut ne pas se sentir haïtien et posséder quand même la nationalité haïtienne. Cette question identitaire fera l'objet d'une prochaine émission sur Haïti, Culture et Perspective. En attendant, restons sur la question de la territorialité haïtienne et posons-nous la question suivante. Haïti est-elle menacée dans sa chaire territoriale? Comme pour la plupart des anciennes colonies du continent américain, l'État haïtien précède la nation haïtienne. En effet, il y a un territoire, celui de Saint-Domingue, qui dès le début est une priorité pour les dirigeants de la colonie. Ainsi, dès 1801, Toussaint Louverture tente de consolider constitutionnellement le territoire, qui n'est pas encore celui d'une nation, mais bien celui d'une colonie dont la question de son administration se pose d'entrée. En effet, cette constitution est largement autonomiste et sera adoptée par la future République d'Haïti le 1er janvier 1804. On retrouve notamment déjà, et ce de manière subtile, les principes de l'indivisibilité du territoire. En effet, le titre premier s'intitule « Du territoire ». L'article 1er proclame ceci. Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonave, les îles Caïmites, l'île à Vache, la Saône et les autres îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières. L'article 2, lui, proclame le découpage administratif de celui-ci. Le territoire de cette colonie se divise en départements, arrondissements et paroisses. Cependant, cette même constitution qui définit le territoire proclame également ce qui pourrait s'apparenter à une tentative de définition de l'homme haïtien alors que celui-ci n'existe pas encore administrativement et surtout légalement. Cependant, Toussaint Louverture et ses constituants se font déjà une idée de celui-ci. Ainsi, dans la Constitution du 3 juillet 1801, il établit des dispositions visant la définition des règles de fonctionnement des habitants, de la religion, des mœurs, des hommes en société, etc. Ainsi, dans l'esprit de Toussaint Louverture, même avant l'indépendance formelle, l'idée d'État-nation est déjà anticipée. Elle se matérialisera le 1er janvier 1804 avec l'indépendance haïtienne. Il y a un homme qui, dès le début, comprend l'urgence de protéger l'État-nation haïtien. Cet homme, Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation. Si l'acte d'indépendance, conçu comme un acte de naissance de la nouvelle République haïtienne, est un premier pas important dans ce sens, l'outil constitutionnel est vite adopté afin de donner du muscle à ce projet. Ainsi, la Constitution impériale du 20 mai 1805 vient appuyer l'État-nation haïtien. C'est là que naît ce qu'on pourrait qualifier de doctrine territoriale haïtienne, à savoir le principe de l'indivisibilité et d'inviolabilité du territoire haïtien. L'article 15 de cette Constitution prévoit en effet que l'Empire haïtien est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires.
Mais dès le début, naît une grande confusion. La Constitution de 1805, par son article 14, consacre une nation noire qui pourtant possède des mulâtres, ce qui pose dès le début une difficulté à définir la nation haïtienne. Cependant, comme on vient de le voir, cette confusion ne touche pas le territoire haïtien qui va vite être fixé par la Constitution de 1805. Mais une autre confusion naîtra de la difficulté à concevoir comme voisin un territoire encore sous la menace espagnole. Cependant, l'État-nation haïtien s'en trouve vite affaibli. En effet, peu après l'indépendance, Haïti est ainsi divisé entre l'État d'Haïti dirigé par Christophe, qui gouverne le Nord, et l'Artibonite, une république limitée au département du Sud et de l'Ouest dirigée par Pétion, qui est élu président le 9 mars 1807. Par cette fissure, la doctrine de l'indivisibilité du territoire haïtien s'en trouve ébranlée pour la première fois depuis l'indépendance. Il faut attendre la mort de Christophe et la Constitution républicaine de 1816 pour qu'elle soit rétablie et qu'elle réaffirme l'unité de la nation. En tout état de cause, le nouvel État-nation haïtien présente plusieurs grandes difficultés. 1. Une tentation autoritaire de ses dirigeants. 2. Un tâtonnement au niveau du régime politique à adopter. 3. Une lutte politique entre les Noirs et les mulâtres. 4. Une difficulté à préserver le principe d'indivisibilité du territoire national énoncé dans la Constitution pré-étatique de 1801 et dans celle impériale de 1805. 5. Une menace française. 6. Un isolement du pays sur le plan international. 7. Une lutte violente entre des dirigeants avides du pouvoir. 8. La présence d'une puissance coloniale européenne le long de ses frontières orientales. Ainsi, dès le début, l'État-nation haïtien est mis en difficulté, tant au niveau de son intégrité territoriale que de son unité nationale. C'est pour combler cet écueil que, dès ses premiers articles, la Constitution du 14 novembre 1846 réitère tant le principe d'indivisibilité que celui d'inviolabilité. Puis, ce principe sera confirmé par la Constitution de 1849 via son article 4, celle de 1864 par son article 1er et celle de 1874 par ses articles 1, 2 et 3. Puis, les constitutions de 1879, de 1888 et de 1889 confirment ces principes. Pourtant, le 19e siècle se termine par une amputation silencieuse du territoire haïtien. En effet, l'île de la Navas, mentionnée comme partie intégrante du territoire haïtien dans la plupart des constitutions, est en fait occupée par les États-Unis depuis le 19 septembre 1857 au nom du Guano Act. Ainsi, le 19e siècle se termine dans cette confusion et l'affaiblissement de deux dimensions fondamentales de l'État-nation, le territoire et la nation haïtienne. Le Guano Island Act ou Guano Act, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une loi prise par le Congrès américain le 18 août 1856 qui octroie une protection aux citoyens des États-Unis susceptibles de découvrir des gisements de guano sur une île non habitée. Le guano est l'accumulation d'excréments d'oiseaux de mer ou de chauves-souris. C'est un engrais très efficace en raison de sa teneur élevée en azote, en phosphate et en potassium, des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Il est également courtisé pour son utilité dans la production de poudre à canon et d'autres matières explosives. Le guano est donc une matière première stratégique qui justifie la ratification par le Congrès américain du Guano Island Act le 18 août 1856. Ainsi, par cette loi, l'île de la Navas, située au large des côtes du sud d'Haïti, est prise par les États-Unis le 19 septembre 1857. Ainsi, plus que jamais, l'État-nation haïtien est mis à mal non seulement par le Guano Act, mais aussi par les objectifs des grandes puissances qui visent à établir dans la région des bases navales dans un dessein hégémonique plus global. Le XXe siècle est donc celui du retour des menaces étrangères en Haïti, celle de l'Allemagne et de son rêve impérial, celle des États-Unis, puissance montante, celle de la France, ancienne puissance coloniale. Plus que jamais, Haïti et l'Haïtien ont besoin d'être protégés, mais aussi d'être définis sans ambiguïté afin de se développer et de durer dans le temps. C'est dans ce contexte qu'est publié en 1889
le livre d'Hannibal Price, De la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti, un ouvrage majeur qui pose pour la toute première fois, de manière à la fois formelle et empirique, la question de l'être haïtien et de ses relations avec son passé. Plus que jamais, un grand besoin de renforcement de l'État-nation haïtien se fait sentir dans la deuxième décennie du XXe siècle. Deux facteurs expliquent ce besoin. Les tendances pour l'élite intellectuelle haïtienne de singer les us et costumes de la France, d'une part, la présence physique sur le sol haïtien d'une force d'occupation américaine, d'autre part. Ces présences symboliques et concrètes, culturelles et politiques de l'influence étrangère en Haïti poussent l'élite à la réaction. C'est dans ce contexte que naît le mouvement indigéniste, par la publication, en juillet 1927, de la revue Indigène, et en 1828, par la publication, là encore, d'une œuvre majeure, celle du docteur Jean Price-Mars, intitulée ainsi par la l'oncle. Un autre ouvrage qui tente de répondre à la question de l'identité haïtienne. Cette dépossession de sa pleine souveraineté pousse la population haïtienne à une prise de conscience nationaliste. Cette occupation est un coup dur donné à l'État-nation haïtien. D'ailleurs, la Constitution du 12 juin 1918 est rédigée par l'occupant américain. Cette Constitution, qui dit que la République d'Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante, est en fait un véritable élément d'ironie en pleine occupation. Celle-ci sera révisée en 1928, puis remplacée par la Constitution de 1932. Le besoin de renforcement de l'État-nation haïtien est plus que jamais présent sous la plume des constituants. La Constitution du 15 juillet 1932 sera la dernière sous l'occupation américaine qui prendra en effet fin le 1er août 1934. Cette Constitution est très complexe puisqu'elle contient 136 articles qui englobent toute la complexité des exigences constitutionnelles. Après le départ des Américains, les constitutions allant de 1936 à 1971 sont presque toutes largement antidémocratiques. Celle du 2 juin 1935 est mise au service de la dictature de Sténio-Vincent. Celle du 22 novembre 1946 sert les intérêts de Dumarsais estimé. Celle de 1964, de 1971 et de 1983 servent la dictature des Duvalier. C'est au milieu du XXe siècle que naît le mouvement noiriste, à l'initiative de François Duvalier et d'autres, pour contester l'hégémonie politico-économique des mulâtres. Plus que jamais, la République d'Haïti voit son État-nation fragilisé. Si son territoire s'est consolidé constitutionnellement, sa nation est divisée sur le plan économique, politique, linguistique, confessionnel et ethnique. Le XXIe siècle rencontre en Haïti les mêmes fractures politiques, économiques, sociales, culturelles, ethniques et confessionnelles. La Constitution du 29 mars 1987 est la plus démocratique du XXe siècle. En effet, après le départ de Jean-Claude Duvalier, suite à une révolte populaire, le pays proclame sa deuxième indépendance. Une envie de démocratie est ressentie dans tout le pays, y compris dans son assemblée constituante. Le texte comporte près de 300 articles d'une grande précision et toujours cette même volonté de protection du territoire. Elle proclame également l'illégibilité des binationaux. L'article 8 de cette constitution proclame l'appartenance de la Navas à l'État haïtien. Et qu'en est-il du territoire de l'Abadie? Territoire exploité depuis 1985 contre une rémunération de $6 par touriste par la Royal Caribbean International, une compagnie maritime américano-norvégienne basée à Miami, en Floride, et spécialisée dans les navires de croisière. L'État haïtien est-il en mesure de réclamer son dû à cette compagnie? Mais surtout, on apprend aux touristes à ne pas rentrer en contact avec la population locale. On n'y vend point les produits locaux et parfois les touristes ignorent même qu'ils sont encore en Haïti. Récemment, les tensions de révision de la Constitution sont vivement contestées par la population. Les Haïtiens veillent sur leur État-nation en dépit d'une situation politique, économique et sociale presque désespérée.
En 2012, une révision constitutionnelle a amendé le principe de l'inéligibilité des binationaux. Par cette révision, c'est toute la notion de laïcianité qui est repensée. Par conséquent, en ce début du XXIe siècle, l'État-nation haïtien prend une toute nouvelle dimension. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette obsession constitutionnelle, cette obsession de l'intégrité du territoire haïtien. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.